que se passe le soulèvement de janvier 19. Alors, entre deux, les spartakistes avaient fini par quitter le courant centriste pour créer le premier parti communiste, avec un problème, c'est qu'ils avaient réussi à sélectionner les plus révolutionnaires des révolutionnaires, c'est-à-dire les militants qui pensaient que parce qu'on est décidé, qu'on est armé et qu'on sait, on prépare l'insurrection, on emporte le tout. Des gens qui pensaient qu'il y a des raccourcis politiques en fait dans l'obtention d'une majorité pour faire la révolution. Des gens qui avaient l'impression que la prise du palais d'hiver, c'est extraordinaire, c'est facile, si on fait ça, c'est bon. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment cette idée-là qu'on peut comprendre. Hein. Mais donc, dans le KPD, quand ils ont constitué leur parti, le rapport de Rosa Luxembourg, qui est un des textes qui va être celui qui va permettre la fondation de la Troisième Internationale, est un texte absolument remarquable. Le programme du parti est un texte absolument remarquable, mais Rosa Luxembourg est minoritaire dans le Congrès sur deux questions décisives. Premièrement, il faut faire du travail dans les syndicats. Elle se fait mettre en minorité là-dessus. Et deuxièmement, il faut se présenter aux élections de l'Assemblée constituante parce qu'on a été minoritaire au Congrès des conseils. Et elle est minoritaire là-dessus. Et c'est une conséquence majeure, c'est que le groupe des délégués révolutionnaires, qui est en fait les hommes de confiance du Parti social-démocrate qui s'étaient exclus du Parti social-démocrate, mais qui continuaient à exister comme hommes de confiance dans un groupement qui s'appelait les délégués révolutionnaires, qui n'était donc pas un groupement très nombreux, mais qui était un groupement central, refuse de rentrer dans le Parti communiste parce que le Parti communiste est contre le travail dans les syndicats et contre la présentation des élections. Ce qui va conduire le fait que le Parti communiste va être minoritaire pendant 1 an et demi, dans l'année qui vient là, qui est une année absolument décisive. Mais c'est son gauchisme initial qui produit ça. Alors, les journées de janvier 19 à Berlin, c'est que la révolution continue. Et qu'il y a chez les soldats et chez les ouvriers, l'idée qu'on s'est débarrassé de l'empereur, mais il faut se débarrasser du système. Bon. Et donc, il y a une poussée révolutionnaire. Alors, en fait, l'incident, c'est un prétexte. Hein. L'incident, c'est le fait que le préfet de police, c'était un membre du Parti social-démocrate indépendant, qui était quelqu'un qui était très respecté par les ouvriers et les soldats insurgés, et qui est limogé. Et donc c'est ça qui fait le processus. Bon. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans ce processus, le 5 janvier, il y a une manifestation contre la décision de limoger Eichhorn, excusez-moi, je suis en l'allemand, donc ma prononciation me choquera, voilà, je le dis qu'une fois. Bon, mais c'est des centaines de milliers de manifestants envahissent Berlin. Alors les manifestants à l'époque, si on voit ça sur les photos, hein, il y a des soldats insurgés qui ont leurs flingues, il y a des ouvriers, enfin c'est des manifs où les gens sont armés. Hein. Bon, et les organisateurs sont surpris par cette manifestation, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'il allait y avoir des centaines de milliers de personnes sur une position opposée au gouvernement, opposée au SP, voilà. Et donc, du coup, ils mettent en place un comité révolutionnaire et ils décident de renverser le gouvernement. Ils décident de renverser le gouvernement 15 jours avant le vote prévu de l'Assemblée constituante. Alors que le Congrès des Soviets a décidé d'appeler à voter pour l'Assemblée constituante. Politiquement, ils ont l'impression d'être plus forts que ce qu'ils sont. Ils sont forts à Berlin, parce que Berlin, à l'époque, il y avait une ceinture ouvrière autour de la ville qui était colossale. Hein. Bon. Et donc, mais ceci dit, des gens prêts à se battre sur les plusieurs centaines de milliers qu'il y avait dans la rue, il y en avait 10 ou 15 000. Bon. Et au moment de l'affrontement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement et le Parti social-démocrate, les Verts,
avait compris une chose, c'est que si il était confronté à une insurrection de ce type, l'armée n'allait pas le suivre. C'est-à-dire que le régiment à qui on allait demander d'aller tirer sur les ouvriers allait dire « moi je ne tirerai pas sur les ouvriers ». Et il décide, 3 semaines avant cette manifestation du 5 janvier, de constituer les corps francs. Alors qu'est-ce que c'est les corps francs? Les corps francs, c'est une bande armée directement soumise au, comment dirais-je, au gouvernement, ils prêtaient serment de servir le gouvernement jusqu'à la fin et tout, et ils choisissent de mettre dans ces corps francs tous ceux des contre-révolutionnaires dont ils sont sûrs. Et ils ont constitué une force armée de 15 000 hommes, des militaires qui venaient d'être démobilisés, hein, en qui ils avaient une totale confiance. C'est les corps francs qui vont frapper la révolution à Berlin, c'est les corps francs qui vont assassiner Rosa Luxembourg et Liebknecht qui avaient refusé de quitter Berlin. Il n'y avait pas une longue tradition de clandestinité, voilà. Mais on connaît surtout l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, mais il y a quelques centaines, voire quelques milliers d'ouvriers qui ont été tués aussi. Hein. Malheureusement, ce n'est pas seulement ces 2 grands dirigeants qui sont assassinés. Et là, on a vraiment le fait que cette insurrection était totalement prématurée, et de se lancer à dire qu'on renverse le gouvernement, bon. Et ce qui se passe ensuite, dans les 6 mois qui suivent, alors en plus c'est là qu'on voit qu'on n'a pas de pays centralisé, c'est-à-dire que dans les 6 mois qui suivent, il y a des semi-révoltes un peu partout en Allemagne, dans 4 ou 5 grandes zones, et en fait les corps francs vont aller d'une zone à l'autre, écraser une zone après l'autre en 6 mois. C'est-à-dire que toute l'année 19 est une comment dirais-je, est une année où les corps francs passent d'une région à l'autre, écraser ce qui est en train de se passer dans cette région. C'est eux qui écrasent Hambourg, comment je veux dire, les conseils de Bavière, c'est eux qui Munich, c'est eux qui vont à Munich, hein, c'est eux qui font basculer les conseils ouvriers. Mais par exemple, en mars, éclate à Berlin une grève générale qui demande, parce que la première chose que faisaient les corps francs quand ils arrivaient dans une ville, c'est de supprimer les conseils ouvriers. Hein. C'est ce qu'a fait l'armée française quand elle est arrivée à Strasbourg. Ils faisaient pareil. La première chose qu'ils faisaient, ils supprimaient les conseils ouvriers. Bon, et donc là, il y a, en mars 19, je prends un exemple, parce que une grève générale qui demande la reconnaissance des conseils. Les 7 points de Hambourg, c'était le programme qui retirait le pouvoir à la hiérarchie militaire dans l'armée, qui en fait désagrégeait l'armée. Bon, la levée de l'état-siège, etc., etc. Une grève de, comment dirais-je, de centaines de milliers de travailleurs, combat et fusillade pendant plusieurs jours, en 10 jours, entre 1500 et 3000 victimes, hein, avec 20 000 blessés. Non mais c'est... La répression en Allemagne est quelque chose de très impressionnant. Hein. Sur la période dont je vous parle, on est probablement aux alentours de 15 000 morts, du côté communiste, révolutionnaire, prolétarien. Hein. C'est une répression assez colossale. Hein. Dans la Ruhr, il y a une répression du même type, voilà, etc. Bon. Et donc, là, on est dans une phase où on a réussi, où la bourgeoisie a réussi à reprendre la main en Allemagne. Bon, et donc, là, il y a un autre petit paramètre qui se passe à ce moment-là, qui n'améliore pas la situation du Parti communiste allemand, c'est que la direction du Parti communiste était quand même persuadée que ce qui s'était passé au premier congrès n'était quand même pas le nec plus ultra, selon quoi je pense qu'ils avaient raison. Bon, et le dirigeant qui restait, c'était Lévy, après l'assassinat de Rosa Luxembourg. C'était surtout Rosa Luxembourg qui dirigeait, c'était pas Karl Liebknecht, c'était plutôt un agitateur, c'était surtout Rosa Luxembourg. Donc le dirigeant qui suit, qui est quelqu'un qui avait une véritable envergure, qui est peu connu dans l'histoire, hein,
Paul Lévy, qui était un très grand dirigeant communiste de l'époque, se dit qu'il faut se débarrasser des gauchistes. Mais il utilise des méthodes, disons, peu démocratiques pour se débarrasser des gauchistes du KPD. Hein. Il commence par dissoudre les secteurs les plus qui organisaient les courants les plus gauchistes du parti. Donc il les exclut, quoi. Hein, dans un congrès avec moins de 100 personnes, alors que la moitié du parti est sous la clandestinité. Donc il se débarrasse donc de son courant gauche. Bon, ce qui n'est pas excellent non plus, parce que c'est un parti qui n'était pas très gros, il divise de moitié. Hein, et puis il va y avoir une structuration de ce courant ultra-gauche. Certains vont aller du côté nazi. Là, Offenberg, qui était le dirigeant d'Hambourg, il passera sur des positions nationales bolchevistes, mais la plupart des autres seront sur des positions conseillistes pures, c'est-à-dire on n'a plus besoin du parti, il faut créer des unions ouvrières dans les entreprises, et c'est un courant extra. Le parti qu'ils vont créer, c'est le KPD, le Parti communiste ouvrier d'Allemagne. Là, c'est un peu sur les mois qui suivent, hein. Mais ce parti qu'ils vont créer, les chiffres que j'ai dans les bouquins que j'ai lus, c'est entre 38 000 et 50 000, mais enfin bon voilà, c'est pas un petit parti, et qui vont organiser dans les unions ouvrières, dans les usines allemandes, jusqu'à 150 000 prolétaires. Hein. C'est un courant gauchiste substantiel, quoi. Mais du coup, le KPD redescend en dessous, pour vous donner une idée, sur 10 000 adhérents à Berlin, il n'en restait plus que 1000 à la fin de cette opération-là, quoi. Donc il est majoritaire, il est encore majoritaire dans la région de Stuttgart et dans l'Allemagne centrale, mais c'est à peu près tout, quoi. Alors que pendant ce temps-là, les indépendants continuent à gonfler. Le SPD gonfle et les indépendants gonflent. Alors le SPD gonfle dans les secteurs moins prolétaires, les régions paysannes, c'est-à-dire les gens qui viennent à la révolution, qui viennent au changement. Ceux qui ont déjà l'expérience avant sont plus à gauche. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si toute la société se déplace à gauche, en France on fait un peu un truc différent, mais là toute la société se déplace à gauche, donc l'extrême gauche se renforce, mais le SPD se renforce avec des gens qui viennent plutôt de droite avant, quoi, voilà, qui étaient voilà. Donc c'est ça l'évolution générale. Ceci dit, la façon dont l'armistice est signé rendait un affrontement avec la République de Weimar inévitable du point de vue des secteurs les plus réactionnaires et militaro-prussiens. Il faut quand même voir que l'armée, qui était une armée de 400 000 hommes, est réduite à 100 000 hommes, donc c'est quand même un soldat sur 4 qui saute. Voilà. Bon, et puis les grèves ouvrières, enfin cette ambiance était un truc que ne supportait pas toute la couche bureaucratique militaro-prussienne, ne pouvait pas supporter ça, quoi. Et comme l'écrasement des conseils par les corps francs laissait une latitude importante, il s'engage dans un putsch. Il s'engage dans un putsch en mars 1920. Donc c'est révolution de novembre 18, insurrection de Berlin, assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, janvier 19, les corps francs laminent tous les conseils toute l'année 19. Donc les réactionnaires se disent on peut y aller au début de l'année 20. Une brigade occupe le quartier gouvernemental, hisse le drapeau impérial, proclame un dénommé Kapp chancelier, et tout ça se fait en une journée, instaure l'état de siège. C'est un succès militaire rapide, simple. À Berlin? Non, à Berlin, mais dans toute l'Allemagne. D'accord. Oui, non, il contrôlait l'Allemagne, effectivement. Oui, parce que c'est tout le reste de l'appareil militaire. Hein. D'accord. Et là, il se produit quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que les syndicats, alors
les syndicats ont toujours été dirigés par le secteur le plus droitier du SPD. C'est historiquement, c'est comme ça. Enfin, voilà. Et le dirigeant syndical de l'époque, qui s'appelait Liegen, je suppose qu'on dit comme ça, enfin, en passant, c'est pas le plus important, appelle à une grève générale contre le putsch de Cap. Alors, c'est quand même un type qui s'est battu toute sa vie contre la grève générale. Hein. Donc, et là, les révolutionnaires sont pris de court. Et quand je dis pris de court, je vais vous lire la première réaction de la direction du KPD, c'est « Le prolétariat ne bougera pas le petit doigt pour la défense de la République démocratique. Le moment n'est pas venu. Il viendra quand le visage de la dictature militaire se démasquera. » C'est quand même l'idée, plus il y aura de répression, plus les gens comprendront. Hein? La classe ouvrière, hier chargée de faire par Noske c'est celui qui avait mis en place les Corfrancs, est incapable d'agir, elle entreprendra la lutte dans les circonstances après, etc. Et les plus gauchistes du KPD sont contre toute la grève. Alors que c'est une grève contre un coup d'État militaro-fasciste, je dirais, quoi. Voilà, hein, pour caractériser rapidement. Heureusement, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. C'est que dans la réalité, les prolos, ils se mettent tous en grève en même temps. Et l'unité qui est incapable de se faire au sommet se fait dans la base. Hein. Sous la pression ouvrière, en 4 jours, le régime s'effondre. Grève générale qui bloque l'entièreté du pays. Hein. Et avec des constitutions de milices ouvrières, et qui s'affrontent réellement aux militaires, et qui, comment dire, et qui sont déstabilisent complètement, détruisent le coup d'État en moins d'une semaine. Et là, Liegen fait encore une deuxième proposition encore plus inattendue, c'est de faire un gouvernement ouvrier, avec les partis de gauche. Qui fait cette proposition? Liegen, le dirigeant syndical. Alors là, ils sont complètement tombés. Le KPD, il met une semaine à répondre, alors que dans ces circonstances, il mieux répondre dans les 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? La situation change chaque jour, des fois même d'heure en heure. Donc, bon, parce qu'ils sont complètement... ils pouvaient parfaitement décider de ne pas y aller, mais de soutenir ce gouvernement contre Cap, etc. Mais le problème, c'est que... j'insiste là-dessus parce que c'est très important sur comment cette révolution a pu échouer. Parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre les processus qui font qu'on arrive à l'échec. De toute façon, on ne va pas changer l'histoire. Mais ce qui est tout à fait net, c'est que, en gros, dans tous les textes qu'on lit de cette époque, c'est la révolution n'est pas possible, donc chacun se débrouille, quoi. Vous faites votre grève et puis c'est bien. Et la difficulté de cette affaire, c'est qu'à la fin du putsch de Cap, il ne se passe rien. Parce qu'au bout du compte, le gouvernement ne se met pas en place, un autre gouvernement avec le SPD se remet en place, et la vie continue, la vie suit son cours. Hein, la vie suit son cours. Mais la vraie, et là on se dit, mais c'est... Quand on est tranquille ici, qu'on n'est pas sous le feu, bon, on se dit, mais quand même, ils auraient pu se débarrasser des Corfrancs, par exemple. Ils auraient pu profiter du putsch de Cap pour se débarrasser de tout. Parce que commençaient à apparaître des groupements fascistes dès cette époque. Hein. Les premières bandes fascistes apparaissent à cette époque. Ce n'est pas particulièrement les nazis. Il y a les casques d'acier. Enfin, il y a une dizaine de groupes fascistes qui apparaissent à ce moment-là, qui sont petits. Mais sur la base de la grève générale du putsch de Cap, on peut se débarrasser de tout ça. On peut se débarrasser de Noske. Enfin, je ne sais pas comment dire. On peut créer des conditions qui font que dans l'affrontement ultérieur, on a un rapport de force différent. Mais à être dans le tout ou rien, vous voyez ce que je veux dire? À dire on ne peut pas faire la révolution, donc on laisse le gouvernement tel qu'il est, on se retrouve dans une situation où, dans l'affrontement qui suit, les autres sont toujours là. Parce que globalement, l'essentiel des corps francs, c'est ceux qui vont devenir les SA et les troupes de choc nazies, globalement.
Dernier petit point de cette période, qui est, malgré tout, il s'est passé beaucoup de choses, parce que entre novembre 18 et... Mais là, c'est une victoire. Mais c'est une victoire dont l'effet politique est limité, l'effet militant ne l'est pas, parce que la majorité de l'USPD, des indépendants, décide d'adhérer à la Troisième Internationale, l'internationale communiste. Globalement, il n'y a qu'un tiers des militants qui suivront. Enfin, quand même, là, ça a changé la donne, parce qu'ils étaient quand même 3 ou 4 fois plus gros. Si vous voulez, on estime qu'il y en a 300 000 à 400 000 membres qui adhèrent au KPD, alors que le KPD devait être à moins de 100 000 membres. Donc ça donne un parti qui est entre 4... Oui, parce que là, on est dans des chiffres, à ce moment-là, l'USPD, au moment où il décide d'adhérer à la Troisième Internationale, c'était 900 000 militants. En un an et demi, il s'était passé de 300 à 900 000 militants. Vous voyez là, on sent des mouvements de fond dans la population et des gens qui s'engagent, quoi. Puis s'engager dans ces partis, voilà, c'est bien. Et donc, il y a enfin un parti communiste qui ressemble à quelque chose au niveau de son implantation sociale, quoi, hein, du nombre de militants, même si comment dire, même si il a du mal à avoir une vraie implantation dans les entreprises qui sont quand même encore assez structurées par les syndicats dirigés par le SPD. Bon. Et à ce moment-là, en réalité, il y a un débat dans l'internationale communiste qui va comment dirais-je, se déployer directement en Allemagne. Alors, à partir de ce moment-là, la question allemande devient la question centrale de l'internationale communiste. On est en 1920, 1921, c'est la fin de la guerre civile. L'inquiétude des dirigeants bolcheviques qui ont, dans le cadre de la guerre civile, ils ont tous les pouvoirs. Il n'y a plus d'autres partis, c'est eux qui ont l'entièreté des pouvoirs en Russie. Et quand même, ils sont convaincus que si la révolution s'étend pas en Europe, ils vont avoir des gros problèmes. Voilà, pour le dire comme ça. Ils disent autrement, mais ils sont convaincus de ça. Tous. Et donc, toutes les discussions de l'international sont centrées sur l'Allemagne, parce qu'on pense que c'est en Allemagne que se joue le sort de la révolution russe. Et d'ailleurs, ils ont raison de penser ça. Bon, et donc il y a un débat entre ceux qui commencent à se dire la révolution qu'on voyait immédiate en 17, 18, 19, 20, est-ce qu'elle est toujours là? Ou ceux qui pensent que, comment dire, ou ceux qui pensent par un coup de main, on va forcer le destin de la révolution. Et tout ça se passe en 1921. En 1921, en Russie, c'est l'insurrection de Kronstadt. Hein, c'est la mise en place de la nouvelle politique économique et l'interdiction des tendances dans le parti et des fractions dans le parti bolchevique. C'est un moment clé dans la révolution russe. Et donc il y a une partie de la Troisième Internationale qui défend la théorie de l'offensive révolutionnaire, hein, qui, pour forcer le développement de la révolution, pour réveiller une classe ouvrière assoupie, il faut y aller. Et il prépare une insurrection en Allemagne. Alors là, c'est vraiment, quand on dit, il y en a qui accumulent les faux pas, c'est quelque chose. Hein. Et il prépare une insurrection tout seul, indépendamment. Ce qui n'avait pas été fait à la fin du putsch de Cap, il prépare un an après, à froid entre guillemets. Enfin, à froid à cette époque-là, il y a des grèves tout le temps, mais bon, c'est pas la même situation qu'une grève générale de 4 jours qui empêche un putsch militaire. Voilà. Bon. Et ils s'engagent dans... Alors, mais comme c'est un parti, hein, on décide, on fait, ils font. 300 000 ouvriers au plus seront en grève. Il y a dans une série d'endroits des bagarres entre ouvriers quand ils veulent bloquer les usines. Bon. C'est quand même pas extraordinaire. Bon, le mouvement est écrasé région par région. Il y a une usine qui va tenir très longtemps, plusieurs jours de bataille. Vous connaissez peut-être le nom, parce que ça apparaît dans
l'imaginaire de l'époque, c'est les forges de la Lena qui tiennent pendant 3 jours. Enfin, c'est un écrasement terrible. Hein. Des dizaines de milliers de grévistes sont licenciés. En quelques semaines, le parti perd entre 150 et 200 000 militants à la suite de ça. La direction, alors Lévy, le dirigeant dont je parlais tout à l'heure, était en prison à ce moment-là, et donc c'est pas lui qui a dirigé. Celui qui a dirigé l'insurrection, c'est Radek, le dirigeant qui venait de la Troisième Internationale, qui était là, qui est venu, qui a dirigé le truc concrètement. Bon. Et Lévy, à ce moment-là, écrit un texte de critique du putschisme, de critique de l'idée qu'on peut faire la révolution avec la minorité du prolétariat contre sa majorité. Il dit, si le parti révolutionnaire n'a pas la majorité, ni dans les détachements avancés des classes révolutionnaires, ni dans le pays, il ne peut être question d'insurrection. Voilà. Il reprend les textes de Lénine, d'ailleurs au moment de l'insurrection d'octobre. Le problème, c'est que l'international entre à ce moment-là en conflit avec Lévy sur une autre affaire, qui est l'histoire des 21 conditions d'adhésion à l'international, qui était en gros, le Congrès avait décidé, pour empêcher les partis sociaux-démocrates d'entrer dans l'international, d'avoir des conditions d'adhésion très sévères. Lévy n'était pas d'accord avec ça, et Lévy s'engueule avec l'international sur ce sujet-là. Du coup, il se fait jeter. Et apparaît à ce moment-là un débat dans l'international sur il faut mettre en place une politique de front unique. C'est quoi la réflexion fin 21, début 22 et surtout 23? C'est de dire la révolution en Europe est finie, on n'est donc plus une internationale qui doit préparer la révolution pour demain. Dans de nombreux pays, les communistes sont minoritaires. Notre problème principal, c'est d'être majoritaire dans le prolétariat. Et pour être majoritaire, il faut le front unique, c'est-à-dire créer l'unité du prolétariat dans l'action, avec les sociaux-démocrates, avec les syndicalistes, avec tout le monde, pour agir ensemble. Et c'est au travers de cette action-là que nous, les communistes, on va devenir majoritaires. Et donc on a toute une pratique politique qui se développe en Allemagne, après l'erreur de l'insurrection qu'on fait tout seul, Krug, tournant pas à 100%, mais quand même, hein, bon, vrai tournant. Et donc il s'engage dans un processus de front unique qui va marcher. C'est-à-dire que le Parti communiste va commencer à prendre une influence très importante dans les nouveaux conseils. Alors, je vais insister sur ce point-là, parce qu'il y a tellement de choses, puis je vois que le temps tourne. Je passe sur certains sujets, tant pis. Mais sur l'histoire des nouveaux conseils qui apparaissent à partir de 22, c'est extrêmement intéressant. Ça s'appelle toujours conseil, mais c'est plus du tout les conseils de ceux de la révolution de départ. En fait, la République de Weimar, comme elle savait, enfin les dirigeants de la République savaient que les prolétaires, les prolos, ils aspiraient à recréer des conseils. Donc ils mettent en place des conseils institutionnels, genre un comité d'entreprise, pour prendre un exemple d'aujourd'hui, avec plus de pouvoir, hein, avec plus de pouvoir de décision dans l'entreprise, mais ils font une loi, ils mettent en place des trucs, etc. Et au départ, les responsables de ces conseils, c'est les responsables syndicaux, c'est-à-dire la droite de ce qu'il y a dans le prolétariat. Et là, les communistes font une politique intelligente. Ils disent, de toute façon, il n'y a que ces conseils-là. Dans ces conseils-là, il faut que les gens qui